Chers amis et compatriotes, bonjour. Aujourd'hui, je souhaiterais focaliser notre attention pour quelques minutes sur le parrainage au Sénégal. Et pour cela, je vais l'aborder rapidement en 5 points en mettant un accent particulier sur le travail remarqué du Conseil constitutionnel, à savoir le choix du logiciel de référence pour la vérification des parrains, et on va l'illustrer par un exemple pratique de simulation du logiciel dans le tableur Excel. Sans plus tarder, commençons avec le contexte général. Les données que nous avons utilisées nous viennent de l'Agence nationale de statistique et de la démographie. Cette agence, ANSD, nous prévoit une population de 15 726 000 habitants en 2018, avec une répartition quasi égale entre hommes et femmes et une légère prééminence des femmes sur les hommes. Autant on peut parler d'équilibre de sexe, autant on peut voir un grand déséquilibre de la population entre les régions. Par exemple, 9 régions font plus de 80% de la population. Donc, les enseignements qu'on peut en tirer, c'est que, les élections vont se dérouler sans une représentation féminine, alors que plus de la moitié de la population du Sénégal. La deuxième chose, c'est que pour certaines régions, il va être très difficile pour les candidats à la candidature d'avoir le nombre de voix requis pour pouvoir valider son parrainage. Alors, pour un électorat estimé à 6 500 000 électeurs inscrits, nous avons 300 formations politiques qui pourraient briguer les suffrages des citoyens, ce qui pose un problème majeur de coût d'organisation des scrutins, mais aussi de logistique, puisque malheureusement, la liste unique comme mode de scrutin n'a pas été retenue. Mais en plus, il faut ajouter une réalité non moins importante qui hante bon nombre de Sénégalais, car beaucoup d'entre nous pensent que devenir milliardaire dans ce pays passe impérativement par la prise du pouvoir ou faire partie du clan gouvernant, d'où le nombre impressionnant de partis politiques et de candidats à la candidature. Mais ayant refusé le bulletin unique, la coalition au pouvoir a mis en place un parrainage citoyen et une grande caution pour rationaliser le nombre de candidats, ce qui a pour conséquence de diminuer les coûts d'organisation et de simplifier la logistique. Malheureusement, la réalité du terrain montre 3 points cachés. D'abord, le parrainage ne cherche pas à démontrer qu'un candidat à la candidature a une popularité nationale, mais plutôt à l'éliminer de la course. Deuxième point, le parrainage est un moyen d'usure des candidats à la candidature par une sorte de pré-campagne déguisée. Si à cela on ajoute la politique d'assèchement financier du clan gouvernant, alors nous voyons qu'il y a beaucoup de choses cachées derrière cette campagne. 3. Le parrainage est un sondage qui ne dit pas son nom. D'ailleurs, certains candidats, au lieu de se conformer à la loi, ont affirmé avoir obtenu 2 millions de parrains, 1 500 000, voire 800 000 parrains, alors qu'on nous demande tout simplement d'avoir 1% de l'électorat. Concernant la méthodologie du déploiement du parrainage, on peut discerner 5 étapes. La première étant, après plusieurs réunions boycottées par l'opposition,
une loi a été votée à l'Assemblée nationale sans débat. Ce qui montre bien qu'on est un pays de démocratie. La deuxième étape, c'est l'ouverture du parrainage avec la distribution des fiches. Et là, on peut se poser plusieurs questions. Par exemple, comment se fait-il que des candidats aient pu déposer des fichiers inexploitables comme s'il n'y avait pas eu de formation au préalable pour les collecteurs de parrainage? Le troisième point, c'est un dépôt de candidature qui s'est transformé en une querelle de borne-fontaine. Mais ce qui est gênant pour une démocratie comme la nôtre, c'est que le premier a déposé et le premier servi, ce qui ne garantit pas du tout un traitement équitable des candidats. Le quatrième point, c'est la vérification des fiches des parrains qui est basée essentiellement sur un fichier électronique. Du moins, c'est ce que disent les observateurs. Donc, c'est la machine et non l'homme qui est au centre des choses. Cinquième point, après la première vérification, les repêchés ont un court temps de 48 heures pour rectifier leur tir. Alors, maintenant, on va passer au Conseil constitutionnel et à son œuvre très remarquée. Voilà. Voici les 4 motifs pour invalider un parrain. Donc, le premier, c'est le numéro de la carte d'identité CEDEAO qui doit être conforme et c'est un numéro de 17 chiffres. Donc, possibilité de faire beaucoup d'erreurs de frappe. Deuxième, ce sont les doublons internes de la liste du candidat. Ce qui est normal puisque sinon, des gens pourraient gonfler leur liste de parrainage pour passer tout simplement. Le troisième critère, c'est le nombre de parrains par région doit être conforme. Je pense que le minimum qui a été demandé tournait autour de 2000 parrains minimum par région. Et le quatrième point, ce sont des parrains qui ne sont pas inscrits sur le fichier électoral. Ce qui semble un tout petit peu bizarre puisque ces gens-là qui ne sont pas inscrits sur le fichier électoral jouissent de leurs droits civiques et politiques et ont le droit de parrainer qui ils veulent pour qu'il soit leur président, puisque de toute façon, qu'il soit inscrit sur le fichier ou non, le président qui sera élu sera leur président. Donc pourquoi leur priver de quelque chose qui leur revient de droit? C'est une grande question que je me pose. Voilà. Maintenant, on va parler du choix du logiciel pour la vérification des parrains. Et la machine moulina les candidats. Et les résultats étaient catastrophiques puisque au final, on s'est retrouvé avec 5 admis d'office, 2 repêchés et 20 candidatures écartées provisoirement de la course. Alors, évidemment, les critiques n'ont pas tardé à sévir et on peut les résumer en 3 points. Donc, une vérification opaque, des candidatures ou des candidats spectateurs au Conseil constitutionnel et le logiciel du moins est méconnu et n'utilise pas, selon certains, le bon fichier de la liste électorale. Alors, pour apporter plus de réponses à ces allégations, nous allons faire une simulation basée sur un exemple pratique d'une petite application sur Excel qui sait faire tout ce qu'on nous a dit du logiciel du Conseil constitutionnel. Et j'espère bien par là que l'État n'a pas encore dépensé des milliards de CFA pour quelque chose que pourrait faire une secrétaire de direction. Donc on va commencer par la carte d'identité biométrique qui comporte un numéro unique de 17 chiffres qu'on voit ici. Et ce qui est remarquable, c'est que après les 3 premiers chiffres,
nous avons les 8 autres qui en fait, reprennent la date de naissance. Donc, ce qui nous permet de pouvoir tripoter ce numéro-là pour avoir beaucoup plus de facilité dans la gestion du fichier. Au passage, je fais remarquer notre carence sur le plan administratif de nos citoyens, puisque après plus de 50 ans d'indépendance, nous avons toujours des adresses bidons. Hein, monsieur tel, adresse du domicile, Mbadahoun, en face de la dibiterie Mamnar. Hein. Quelque chose qu'on ne comprend pas. Hein. Je ne sais pas comment on peut administrer une population sans savoir exactement qui et où et qu'est-ce que fait chaque citoyen. C'est le minimum. On ne mesure pas, on ne manage pas, c'est le minimum. Mais bref, c'est pas aujourd'hui, ce n'est pas ce qui nous importe le plus. Nous allons tout de suite passer à la simulation. Donc là, j'ai fait une sorte de base. J'ai constitué environ 4000 parrains pour pouvoir montrer très rapidement comment marche cette base de données. Donc, par exemple, pour les 17 chiffres, Excel a une particularité, c'est de n'accepter que, si on veut les garder en format chiffre, de n'accepter que 15. Au-delà de 15, ben, il met tout à 0. Donc, par exemple, si je voulais mettre ici un numéro 4, ben, Excel n'accepte pas, il va me le mettre à 0. Donc, pour pallier ce problème, comme j'avais dit tout à l'heure, donc on va isoler cette première partie-là, par exemple en mettant voilà, cette première partie. Puis l'autre partie, ben, c'est très simple. Je mets cette partie-là et là, j'ai moins de 15, donc je peux faire tout ce que je veux et Excel va l'accepter. Pour pouvoir retrouver le numéro de la carte d'identité CEDEAO au complet, mais il n'y a rien de plus simple, puisque il suffit tout simplement que j'associe encore ces deux cellules pour reconstituer le numéro. Voilà, c'est très simple. Et voilà, j'ai le numéro. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, donc, en travaillant avec la liste électorale, je m'en fiche en quelque sorte du numéro qui dépasse 15. Donc je vais scinder en deux parties et je vais travailler avec la partie qui comporte 14 chiffres, puisque de toute façon il y a aussi le numéro, du moins la date de naissance qui s'y trouve. Voilà. Là nous avons les électeurs. Voilà, c'est une base très longue qui fait 4000 électeurs. Donc pour savoir comment ça marche et qui sont dedans et comment c'est réparti, eh bien j'ai fait une petite simulation. Par exemple là, on va voir par région le nombre d'électeurs juste en faisant un petit macro, liste électorale par région. Voilà. Dès que j'appuie sur cette liste, tout de suite il me fait le calcul et il me montre la répartition de la population et nous voyons bien qu'on a 4000 électeurs. Voilà, c'est pareil, j'ai fait deux candidats, le candidat 1 et le candidat 2, donc je peux aussi aller voir ce qu'ils ont déposé, comment c'est réparti par région. Donc en appuyant ici, tout de suite, ils vont me montrer, voilà, le candidat 1 a 1000, et voici sa répartition. Et quand sa déposition n'atteint pas un certain nombre, ben, il met non validé. Pareil pour le candidat numéro 2, dès que j'appuie, aussi le programme va aller chercher sur sa liste et va nous montrer qu'il a par exemple 1052. Donc déjà la première partie pour valider la quantité et la répartition, c'est très simple. Les gens
dès qu'ils sont sur leur liste, ils ont la possibilité donc de saisir toutes les données et eux-mêmes de valider la répartition et la quantité demandée. Voilà. Par exemple, et en plus, pour faciliter les choses, on pourrait même donner à ces gens-là la possibilité d'enregistrer un parrain. Donc, et de bien formater les cases pour que l'enregistrement se fasse sans erreur possible. Voilà. Là, par exemple, j'ai fait un petit formulaire d'enregistrement et tant que je n'ai pas mis quelque chose de correct ici, ben, il ne va pas me permettre de faire mon enregistrement. Voilà. Après, quand j'ai fini, je peux annuler l'enregistrement, puis je peux fermer le fichier d'enregistrement. Alors, maintenant que j'ai la quantité et la répartition, je peux aller même voir la validation des parrains. Et donc, j'appuie sur validation. On voit que ça commence à aller comparer parrain par parrain avec la base électeur. Et à chaque fois qu'un parrain est validé, il met du vert. Et comme ça, je vois la progression de mon parrainage. Voilà, dès que ça finit, vous voyez bien que par exemple là, ça n'a pas été validé. On peut avoir tout ceci a été validé. Voilà, voilà, tout ceci a été validé. Vous voyez, il y a une partie qu'on peut voir ici qui n'a pas été validée du tout. Hein. Et donc nous avons le nombre d'électeurs validés à 982. Si 800 était le minimum à chercher, on a le nombre de parrains validés. Maintenant, il faut voir le nombre de doublons internes éventuels. Donc, dès que j'appuie sur doublon interne, voilà, c'est déjà fait. Voilà, il me montre tout ceci est un doublon. Hein, tout ceci, c'est du doublon. Voilà, c'est du doublon. Donc, on sait exactement les doublons. Voyez-vous. Donc, ça ne prend même pas une minute, c'est pouf, et puis c'est fait, c'est bon. Et là, tout de suite, on peut réajuster tout notre fichier et rendre une copie propre. Voilà. Maintenant, on va passer sur le candidat numéro 2. Le candidat numéro 2 aussi, il a la même possibilité hein, de faire la validation des parrains, de voir aussi ses doublons internes. Maintenant, ce qui est intéressant avec le candidat 2, c'est de pouvoir se comparer avec le candidat 1 pour détecter ces doublons externes. Donc là aussi, c'est très simple. Il va copier les données du candidat 1 sur le candidat 2 et tout de suite, il va voir tout ce qui est doublon externe. Allez hop, dès que j'appuie, voilà, il va chercher et là, il me montre que tous ces gens-là, ce sont des doublons. Voilà. Externe. Voilà, donc on voit hein, les doublons, sinon il n'y a plus de doublons. Voilà, tout a été vérifié. Voilà, les doublons, nous les voyons. Voilà. Et donc, pour un candidat qui a été éliminé parce qu'il avait trop de doublons externes, s'il y a une coopération entre les opposants, ben, ça leur prend 5 minutes de mettre leur liste de parrains côte à côte et tout de suite, par un clic, ils ont tout ce qui a été doublon et ils peuvent remplacer ces doublons-là par ceux qui n'ont pas, par leur réserve. Et ça prend peu de temps, vraiment peu. Donc c'est vraiment dommage puisque on a essayé aussi de contacter certaines personnes et ou de contacter leurs représentants, mais malheureusement c'est des gens qui ne prennent pas le téléphone. Et ils ne savent pas que quand ils ne prennent pas le téléphone, et des fois ça peut être le coup de fil salutaire, l'ange gardien à qui on n'a pas écouté et ça peut coûter très cher. Voilà. En plus de cela, il me met le nombre de doublons externes tout de suite. Et donc c'est quelque chose que j'ai fait en quelques petites heures. Hein, et donc on pouvait rendre ce programme très sophistiqué, mais qui ne coûterait pas grand chose. Donc je suis vraiment
Je me demande, est-ce que le gouvernement a réellement dépensé des milliards pour faire un travail pareil? En plus de cela, il faut voir que en faisant les simulations en présence des candidats à la candidature, personne ne peut dire que c'est un système opaque. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans le logiciel. Ben là, tout est clair, on peut tout vérifier, tout est là devant nous et il n'y a pas d'ambiguïté et dans ce cas-là, il n'y a pas de conflit. Donc, des fois, quand on nous pose un débat d'intelligence, mais il faut répondre avec de l'intelligence et pas organiser des manifestations à la place de l'Obélisque qui n'apportent absolument rien. Donc il faut, quand on voit qu'il y a des pièges qui sont posés, il faut utiliser aussi l'intelligence pour contourner ces pièges-là. Et ça, c'est valable tant avec nos partenaires occidentaux qu'avec nos politiciens au pays. C'est par l'intelligence qu'on combat l'intelligence et pas par la force. Il faut deux choses de même nature pour pouvoir les neutraliser. Mais si on nous appelle à un combat d'intelligence et nous, on n'essaie pas de réfléchir outside of the box, et puis on est tout le temps dans notre cadre, ce que les grands-parents faisaient, donc manifestation, on sera tout le temps dans la manifestation, non dans la proactivité, mais tout le temps dans la réaction. Alors que la réaction, c'est quelque chose de retardé. Il faut de la proactivité, il faut de l'anticipation, voir ce que veut l'adversaire, anticiper de manière efficace tous les pas de l'adversaire. Et c'est ce qu'on appelle de la stratégie. Et c'est ça que les dirigeants doivent avoir de la stratégie et non pas de la réactivité. Voilà. Maintenant, pour les perspectives d'avenir, il y a des remarques qu'on peut formuler envers l'opposition. Donc, il faut faire travailler les cadres. Les cadres sont là pour encadrer et donc pour réfléchir. Il ne faut pas tout laisser dans les mains d'un groupuscule. Non. Il faut déjouer les pièges ensemble et pas réfléchir seulement dans un cadre donné. Mais il faut sortir de votre cadre, puisque là-bas, il y a beaucoup plus d'informations que dans votre cadre. Voilà. Faites des tests de pré-réception avant soumission de quoi que ce soit. Ça va éviter de faire des erreurs de frappe et qui ne servent à rien. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'informatique. Ce que les uns peuvent faire, les autres peuvent le faire, et de manière très simple et efficace. Et si vous ne comprenez pas les règles du rugby, mais ne jouez pas au rugby. Allez faire du football ou du handball. C'est aussi simple que cela. Bon, moi, la dernière remarque concernant l'opposition, c'est que le fichier électoral, c'est un jeu de dupes. Si je suis né, j'ai atteint l'âge de la majorité, on ne m'a pas privé de mes droits civiques et politiques, pourquoi accepter en plus qu'il faut être inscrit dans la liste électorale? Regardez, si vous avez 15 millions d'habitants et que vous avez 6 500 000, c'est déjà la moitié qui n'est pas, qui ne vote pas qui doit être son président. Et en plus de cela, si vous n'avez que 20% de votants, puisque tout le reste s'abstient, mais comment on peut parler même de la représentativité de celui qui a été élu? Donc voilà. L'autre question, c'est comment aussi on peut concevoir un pays où on veut avancer, avoir une carte d'identité nationale qui a une certaine durée, disons 10 ans, et de mettre sur cette carte-là son statut électoral, qu'il peut élire ou pas. Et si aujourd'hui
on me valide, et demain je fais des infractions qui vont me faire perdre mes droits, comment on va encore faire, hein? Donc vraiment on doit cesser de faire de la politique politicienne et de nous occuper vraiment de l'administration réelle de la population. Envers l'État, je dirais que la mise à disposition du fichier électoral pose un sérieux problème de protection des données du citoyen sénégalais. Là, on a fait un parrainage où des collecteurs de parrains ont collecté des données à travers tout le Sénégal et on ne sait pas ce qu'on peut faire avec ces données-là. On peut les vendre à des marketeurs, on peut les vendre à d'autres personnes, on ne sait jamais, et puis on met en danger toute une population tout simplement parce qu'on n'a pas pensé dans le fond sur comment on va protéger la population. Donc vraiment, il faut repenser ce mode de collecte de données, de parrainage. Et de toute façon, ce qui rend ce parrainage obsolète, c'est que dès les élections de 2019, les élections présidentielles, le fichier électoral sera mis 15 jours avant les élections à la disposition des candidats. Et bien là, dans ce cas, ces gens-là ont à disposition tous les électeurs. Et la prochaine fois, eh bien, on n'a pas besoin d'aller faire de la collecte de parrainage. On peut avoir sur un fichier de 6 500 000, on peut avoir 100 patchs de 65 000 juste en faisant une manipulation sur l'ordinateur. Et il n'y aura aucun doublon. Voilà. Donc ce qui veut dire que si l'opposition est assez futée, ben c'est fini quoi. Il n'y a plus besoin d'aller faire une collecte de données la prochaine fois. Voilà. Donc anticiper dès maintenant le parrainage pour les élections locales qui viennent. En conclusion, je voudrais faire allusion un tout petit peu à ce qui se passe tout dernièrement autour du mot Saï-Saï. Donc, un habitant de Djolof, de Sine ou de Saloum, on va l'appeler un Djolof-Djolof, un Saloum-Saloum ou un Sine-Sine. Donc, Saï-Saï ne déroge pas à cette règle grammaticale Wolof. Donc, ce qui veut dire que c'est de Saï. Mais il faut savoir que Saï viendrait certainement de Souaï ou Saï. Et Aï est le radical qui signifie grave, dangereux, habile, rusé, adroit, futé, intelligent. Donc, je vous laisse déduire la signification de ce Aï Aï ou Saï Saï. Alors, le choix d'un peuple démocratique et souverain doit être respecté. Donc, le parrainage en soi est une bonne chose, mais certes, la manière dont il a été organisé est, à mon avis, prématuré. Les résultats sont catastrophiques, mais s'il faut blâmer quelqu'un, c'est machine bi mo saay saay quoi. Waaw, machine bi dal mom lañuy wax, mom mo saay saay. Je vous remercie de votre attention.